Mes parents m'ont réprimandé et m'ont fait vivre comme un étranger dans ma propre maison parce que ma sœur, surnommée la fille en or, est revenue à la maison après ses études et gagne bien sa vie maintenant. Après 2 années d'enfer absolu, je prévois enfin de quitter la maison, après avoir économisé mon propre argent. Mais soudainement, mes parents ne veulent plus que je parte, car ma sœur les abandonne pour une maison plus grande. Ils ne peuvent donc plus se permettre de payer le loyer et de maintenir leur style de vie. Ainsi, ils veulent soudainement que leur fils reste à la maison confortablement avec eux, des parents qui vieillissent. Voici ce que j'ai vécu, aussi loin que je me souvienne. Moi, un homme de 22 ans, ma sœur Émilie, une femme de 25 ans, a toujours été au centre du monde de mes parents. Elle a 3 ans de plus que moi et a toujours été leur enfant doré, celle qu'ils exhibaient fièrement à leurs amis, celle qu'ils étaient convaincus qu'elle réussirait dans la vie. Pendant mon enfance, je me suis habitué à ce qu'elle reçoive tous les éloges. Même si cela faisait mal parfois, j'essayais de l'ignorer. Après tout, elle était talentueuse, ambitieuse et travaillait dur pour tout ce qu'elle accomplissait. Mes parents, Joseph, un homme de 49 ans, et Ruth, une femme de 48 ans, disaient toujours des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Émilie ?» ou « Regarde comme Émilie réussit bien ». Mais je les aimais quand même, et je pensais qu'ils m'aimaient aussi. Du moins, jusqu'à ce qu'Émilie revienne à la maison après ses études. En grandissant, la différence de traitement entre Émilie et moi était comme le jour et la nuit. Émilie a toujours été l'enfant en or, celle en qui ils croyaient et dans laquelle ils investissaient pour l'avenir. Elle bénéficiait de toutes les meilleures opportunités, stages sportifs, cours de musique, tout ce qu'on peut imaginer. Mes parents montraient clairement que ses réussites étaient leur priorité absolue. Ils l'accompagnaient à ses entraînements, l'encourageaient à ses matchs et organisaient de grandes célébrations chaque fois qu'elle remportait quelque chose. Ses anniversaires étaient également toujours une grande fête. Tous ses amis et toute la famille élargie étaient toujours invités aux célébrations. De mon côté, j'avais l'impression de vivre dans un autre monde. Mes intérêts étaient considérés comme de simples passe-temps, et mes parents ne montraient pas la même excitation. Si je voulais explorer quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument ou rejoindre un club, ils disaient souvent que c'était une perte de temps et que cela me détournerait de mes responsabilités réelles. Même lorsque je réussissais bien à l'école, mes accomplissements étaient souvent ignorés. Je jouais au baseball, et ils ne venaient jamais assister à aucun de mes matchs. Pour mes anniversaires, je ne recevais jamais de cadeaux de mes parents. Ils m'apportaient un gâteau du supermarché, et c'était tout. Il n'y avait aucune célébration, personne n'était invité. Je ne pense pas que quiconque dans ma famille élargie savait même quand était mon anniversaire. Cela faisait terriblement mal de les voir se donner tant de mal pour encourager et soutenir Émilie, alors que je me débattais pour obtenir ne serait-ce qu'un fragment de la même attention. Les tâches ménagères étaient un autre domaine où le favoritisme était évident. Émilie avait rarement quelque chose à faire à la maison. Mes parents me disaient que je devais prendre mes responsabilités et aider à la maison, car Émilie avait des choses plus importantes à faire. À l'adolescence, le sentiment d'être invisible et négligé s'est intensifié, mais je n'avais pas d'autre choix que d'endurer. J'étais celui qui faisait la plupart des tâches ménagères, comme nettoyer, faire la vaisselle et même tondre la pelouse, tandis qu'Émilie pouvait sortir avec ses amis et faire ce qu'elle voulait. En y repensant, j'avais l'impression d'être plus un aide ou une pensée secondaire qu'un véritable fils pour mes parents. Ils investissaient tout leur soutien inconditionnel dans Émilie, alors que l'attention qu'ils me donnaient semblait être une transaction. J'ai grandi en ayant l'impression de ne pas mériter leur temps ou leur intérêt. Quand Émilie est revenue après avoir obtenu son diplôme en finance, avec de grands projets en tête, j'étais encore en train de me chercher. À 20 ans, je travaillais à temps partiel et suivais des cours dans un collège communautaire, essayant simplement de comprendre comment gérer la vie. Mais pour mes parents, il était clair que je ne répondais pas à leurs attentes. Le contraste entre Émilie et moi était tout ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas que je ne travaillais pas dur, c'était que je ne correspondais pas à leur idée du succès. Je ne faisais pas de vagues comme Émilie, et c'était tout ce qui comptait pour eux. Quand Émilie est revenue, l'attention de mes parents pour elle est devenue intense. Ils la vénéraient pratiquement, faisant tout pour s'assurer qu'elle était à l'aise. Ils lui préparaient des repas somptueux, maintenaient son espace propre et répondaient à tous ses caprices. Elle n'avait jamais besoin de lever le petit doigt à la maison. Pendant ce temps, je faisais presque toutes les corvées ménagères. Si la pelouse devait être tondue, si la vaisselle s'empilait ou si le linge débordait, devinez qui devait s'en occuper? Moi. Quand j'ai finalement demandé pourquoi Émilie n'avait aucune responsabilité, ma mère a répondu qu'elle méritait une pause après avoir travaillé si dur à l'université.
C'était un choc, honnêtement. Apparemment, mon travail à temps partiel et mes études ne suffisaient pas pour mériter une pause. J'étais juste celui qui faisait ce qu'il fallait, tandis qu'il se concentrait sur Émilie. Ce qui m'a encore plus blessé, c'était la façon dont ils me regardaient. J'avais l'impression de ne plus être leur fils, juste une personne partageant le même espace. Je pouvais accomplir quelque chose de significatif, comme réussir un test ou obtenir une promotion, et cela n'avait presque aucun impact sur eux. Quand je mentionnais mes petites victoires, ils répondaient rapidement par un « c'est bien », puis passaient la conversation sur le dernier projet ou l'histoire de travail d'Émilie. Leur concentration était évidente, et je n'étais presque jamais dans leurs pensées. Je me sentais comme si je n'existais même pas. Malgré tout cela, je pensais que peut-être les choses s'amélioreraient une fois qu'Émilie aurait un emploi stable et commencerait à contribuer financièrement. Je me disais qu'une fois qu'elle commencerait à travailler, mes parents verraient enfin que je faisais des efforts aussi. Je voulais croire qu'ils reconnaîtraient finalement mes efforts si je continuais à travailler dur. Mais j'avais tort. Émilie a obtenu un emploi bien rémunéré peu de temps après avoir été diplômée, et cela n'a fait qu'aggraver le favoritisme de mes parents. Ils s'en vantaient pratiquement, racontant à tous ceux qui voulaient écouter leur fille, celle qui réussit. Je commençais à me sentir comme un étranger dans ma propre maison. Le message était clair, Émilie était tout ce qu'ils avaient voulu chez un enfant, et moi, j'étais juste là pour occuper l'espace. J'ai vite compris que si je voulais trouver la paix, je devais partir de là. Mais ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait. J'étais encore à l'école, et mon travail à temps partiel suffisait à peine à couvrir mes besoins de base, encore moins un loyer. Alors, j'ai décidé de commencer à économiser. Chaque centime que je gagnais et qui n'était pas dépensé pour des nécessités allait directement sur mon compte d'épargne. J'ai réduit tout ce à quoi je pouvais penser, je suis passé à des repas moins chers, j'ai sauté les rassemblements sociaux et j'ai pris des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais. Ma vie s'est transformée en un cycle de travail, d'études et de corvées, tout en essayant de mettre suffisamment d'argent de côté pour m'échapper de cette situation. Ces 2 années ont été difficiles. Le traitement de mes parents envers moi ne s'est pas amélioré. Au contraire, ils voyaient mon attention sur l'épargne comme une preuve que j'étais égoïste, et ils m'accusaient de ne pas me soucier de la famille. Pendant ce temps, on s'attendait toujours à ce que j'aide Émilie chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. Elle voulait qu'on l'accompagne chez une amie? C'était moi qu'ils appelaient. Elle voulait qu'on lui achète quelque chose au magasin. Encore moi, c'était toujours moi qu'on envoyait. Mes parents ne demandaient même pas à Émilie d'aider à la maison. J'avais l'impression d'être le seul à faire quoi que ce soit, tandis qu'eux et Émilie agissaient comme si j'existais uniquement pour leur convenance. Mais je savais qu'il valait mieux ne rien dire. Les confronter n'aurait fait qu'aggraver les choses. Alors, je restais silencieux et je me concentrais sur mon objectif. Les choses ont pris une tournure inattendue lorsque j'ai appris qu'Émilie prévoyait de déménager, et pas n'importe où. Elle allait s'installer dans un appartement chic en ville avec des collègues. Apparemment, son travail lui rapportait assez bien pour se permettre un tel endroit, et elle était très excitée à l'idée de se plonger dans la vie citadine. Quand elle a annoncé la nouvelle à mes parents, ils ont été bouleversés. Ils espéraient qu'elle resterait, même s'ils ne l'avaient jamais dit directement. Ils lui ont supplié de réfléchir, disant des choses comme « la maison sera si vide sans toi » et « la famille devrait rester unie ». Mais Émilie était déterminée dans sa décision. Aucun argument ou supplication n'a pu la faire changer d'avis. Regardez, leur réaction était presque surréaliste. Pour une fois, ce n'était pas moi qui me sentais abandonné, c'était eux. Je pensais peut-être qu'ils réaliseraient comment ils m'avaient traité, mais c'était une pensée illusoire. Au lieu de cela, ils se sont retournés contre moi, me blâmant indirectement pour le départ d'Émilie. Ils faisaient de petits commentaires sur le fait que certaines personnes ne valorisaient pas les valeurs familiales et sur l'égoïsme d'abandonner ceux qui avaient toujours été là pour vous. Ils ne l'ont jamais dit directement, mais l'implication était claire, ils parlaient de moi aussi, comme si mes plans discrets pour partir étaient équivalents à la grande sortie d'Émilie. Puis, tout a basculé, et j'ai ressenti à la fois de la colère et du choc. Un jour, j'ai surpris mes parents en train de discuter du fait qu'ils ne pouvaient pas garder la maison sans qu'Émilie contribue. J'avais toujours cru qu'ils allaient bien financièrement, mais il s'avère qu'ils comptaient sur Émilie pour les aider une fois qu'elle aurait un emploi. Ils avaient même pris des engagements financiers basés sur cette attente. Maintenant qu'elle partait, ils étaient stressés à l'idée de payer les factures. C'est alors qu'ils ont commencé à se tourner vers moi pour obtenir de l'aide. Parce qu'Émilie ne quittait pas seulement la maison, elle avait également clairement indiqué qu'elle n'aiderait pas financièrement nos parents.
Apparemment, sa vie en ville allait être coûteuse, et elle ne pourrait pas se le permettre si elle devait aider nos parents. Tout à coup, mes parents ont commencé à me traiter comme une partie importante de la famille à nouveau. Ils me disaient à quel point ils appréciaient ma présence et qu'ils ne pouvaient pas imaginer la maison sans moi. Ils parlaient même de l'importance de soutenir la famille et du fait qu'ils vieillissaient et auraient bientôt besoin d'aide. Ils voulaient que je reste, non pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils avaient besoin de mon argent. Après des années à me traiter comme une arrière-pensée, ils s'attendaient maintenant à ce que je prenne mes responsabilités et les soutienne, même s'ils n'avaient jamais fait de même pour moi. J'avais du mal à comprendre. C'était presque drôle de les voir prétendre que nous étions une famille unie. Ils essayaient de me faire culpabiliser en disant que c'était ma responsabilité en tant que fils de m'occuper d'eux maintenant qu'ils vieillissaient. J'ai failli éclater de rire. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient à peine reconnu toute ma vie, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Maintenant, tout à coup, ils voulaient m'appeler « famille » et s'attendaient à ce que je laisse tout tomber pour eux. J'étais furieux, blessé et complètement épuisé. Après tout ce que j'avais enduré, ils me traitaient encore comme une solution de secours. À ce moment-là j'ai réalisé que je devais partir plus tôt que prévu. Après 2 années de travail acharné, d'économies rigoureuses et de nombreux sacrifices, j'étais enfin prêt à vivre selon mes propres conditions. J'avais toléré leur négligence et leur mauvais traitement bien trop longtemps, et je n'allais pas tout abandonner simplement parce qu'ils reconnaissaient soudainement ma valeur. J'ai donc pris ma décision. J'ai emballé mes affaires et je suis parti, sans adieu ni explication. J'ai trouvé un petit appartement confortable qui correspondait à mon budget et était proche de mon travail, et je m'y suis installé. Pour la première fois, je pouvais vraiment respirer. Je me sentais tellement libre. Cela fait quelques semaines que j'ai déménagé, et je m'habitue encore au calme. Plus de culpabilisation, plus de vivre dans l'ombre d'Émilie, plus de sentiment d'être un étranger dans ma propre maison. Je peux me concentrer sur moi-même, faire mes propres choix et vivre sans être constamment rappelé que je ne suis pas à la hauteur. Mais une partie de moi reste conflictuelle. Mes parents ont appelé et laissé des messages, disant qu'ils s'ennuient de moi et veulent que je revienne. Ils disent que c'est désormais ma responsabilité de les aider, surtout depuis qu'Émilie les a abandonnés. Cela fait quelques semaines que j'ai posté pour la dernière fois, et quelques semaines depuis que j'ai quitté la maison. Mon nouvel endroit est petit mais confortable, et pour la première fois, je me sens détendu. Je peux enfin être moi-même, sans toujours avoir à me battre pour de l'attention ou me sentir comme une pensée secondaire. J'en ai fini de vivre dans l'ombre d'Émilie et de faire face aux manières manipulatrices de mes parents. Honnêtement, c'est un tel soulagement. Juste au moment où je commençais à trouver un peu de paix et de tranquillité, tout a basculé. Tout a commencé par un appel de mes parents. Je ne savais pas trop quoi penser au début, mais lorsque j'ai répondu, ils étaient étonnamment gentils. Ils voulaient savoir si j'accepterais de les recevoir chez moi. Cela semblait un peu étrange, compte tenu de notre histoire récente, mais j'ai dit oui. Je ne pouvais m'empêcher de m'accrocher à une petite lueur d'espoir que, peut-être, cette fois, ce serait différent. Ils ont dit qu'ils voulaient juste discuter, et même si je n'étais pas tout à fait sûr, j'ai décidé de les laisser venir. Je n'étais pas exactement excité ou heureux de leur visite, mais je pensais que cela pourrait m'aider à trouver une certaine clôture sur tout ce qui s'était passé. Peut-être comprendraient-ils enfin comment leurs actions m'avaient affecté. Peut-être même qu'ils s'excuseraient. Je n'avais pas de grands espoirs, mais je me disais que cela ne ferait pas de mal de les écouter. Quelques jours plus tard, ils sont arrivés chez moi, et au début, tout semblait bien se passer. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'ils portaient plusieurs grandes valises. J'étais complètement confus au début. Quand j'ai demandé ce qu'il se passait avec tous ces bagages, ils m'ont expliqué qu'ils avaient perdu leur maison. Apparemment, ils n'arrivaient plus à suivre les factures et n'avaient pas assez d'argent pour le loyer. Ils ont dit qu'ils espéraient pouvoir rester chez moi. Je n'avais aucune idée que la situation était devenue aussi grave. Ils ont mentionné qu'ils comptaient sur Émilie pour les soutenir, mais maintenant qu'elle était sortie de l'équation, ils avaient du mal à gérer seuls. J'étais choqué. C'était déjà frustrant qu'ils n'aient jamais pensé à me demander de l'aide au fil des années, et maintenant, ils se tournaient vers moi pour les sauver. C'était comme un mauvais rêve. Après tout ce qu'ils m'avaient fait subir et comment ils m'avaient fait sentir, les voilà à ma porte, s'attendant à ce que je les accueille. C'était écrasant, et j'étais complètement confus sur ce que je devais faire. Je ressentais un mélange de culpabilité et de colère. Comment pouvaient-ils me mettre dans une situation aussi difficile ? Ils avaient agi comme si je n'existais pas pendant des années, et maintenant,
ils avaient soudainement besoin de mon aide. Une partie de moi voulait juste fermer la porte et leur dire de se débrouiller seuls. Mais ce sont mes parents, malgré tout. Une petite partie de moi ne pouvait pas se résoudre à les rejeter. Je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Je n'étais pas pressé de prendre une décision rapide, mais je n'étais pas non plus prêt à m'engager. Ils se sont installés chez moi, et je dois dire que c'était très gênant. Les avoir autour de moi après tout ce temps me mettait mal à l'aise. Les jours suivants ont traîné en longueur alors que j'essayais de comprendre tout cela. J'allais travailler et j'essayais de me concentrer sur mes études, mais ils ne cessaient de me venir en tête. Ils n'avaient jamais semblé se soucier de ce que je traversais ou montrer le moindre intérêt pour ma vie. Ils m'avaient toujours rappelé qu'ils préféraient Émilie à moi de toutes les manières possibles, et maintenant, ils voulaient que je les accueille comme si de rien n'était. Cela ne passait pas du tout. Puis, une nuit, j'ai entendu quelque chose que j'aurais vraiment préféré ne pas entendre. J'étais dans ma chambre, essayant de travailler, lorsque j'ai surpris mes parents en train de discuter dans le salon. Je n'ai pas tout entendu, mais j'en ai compris l'essentiel. Ils parlaient encore d'Émilie, ce qui n'était pas surprenant. Cette fois, c'était à propos de leur court séjour chez elle. Apparemment, après avoir été expulsés de leur maison, leur premier réflexe avait été d'aller chez Émilie, dans son appartement en ville. Au début, elle avait été gentille, mais une semaine plus tard, elle les avait mis dehors. D'après ce que j'ai compris, ils étaient sortis faire des courses et, à leur retour, ils avaient trouvé toutes leurs affaires dans le couloir de l'immeuble. À la façon dont ils en parlaient, il était clair qu'ils étaient très contrariés. Ils se sentaient abandonnés, disant qu'elle n'avait pas de place pour eux et ne pouvait pas les aider tout en vivant dans son appartement luxueux. Honnêtement, je n'étais pas surpris. Émilie avait toujours été centrée sur elle-même et ses propres réussites. Ses priorités étaient claires, et la famille n'en faisait pas partie. Je n'avais jamais eu d'illusion à son sujet. Entendre mes parents se plaindre d'Émilie m'a vraiment frappé. Ils avaient fait la même chose avec moi, attendant toujours mon aide quand cela les arrangeait, sans jamais considérer mes besoins. Maintenant, ils se faisaient passer pour les victimes, prétendant qu'Émilie les avait laissés tomber, alors qu'en réalité, ils m'avaient laissé de côté pendant des années. Je ne les ai pas confrontés à ce sujet. À la place, j'ai pris un moment pour réfléchir à tout cela. Leur visite ne durait que depuis quelques jours, et je ne pouvais tout simplement pas continuer comme ça. Je ne pouvais plus prétendre être le fils parfait. Pendant des années j'ai essayé de gagner leur amour et leur attention, mais cela semblait toujours à sens unique. J'étais celui qui portait tout le poids, qui gérait tout à la maison, tandis qu'Émilie profitait simplement de sa vie tranquille. Maintenant que j'avais enfin un peu de liberté et que je me concentrais sur moi-même, ils voulaient soudainement revenir dans ma vie, demandant de l'aide uniquement quand cela leur convenait. La culpabilité pesait lourd, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas retomber dans ce schéma malsain. J'avais passé trop de temps à essayer de les rendre heureux et de gagner leur amour, et cela n'avait jamais fonctionné. Je devais me donner la priorité, même si cela signifiait leur dire non. Finalement, je l'ai fait. Il y a une semaine, je leur ai demandé de partir. Je leur ai dit que je ne pouvais pas les accueillir, pas après tout ce qui s'était passé. Ils ne l'ont pas bien pris. Il y a eu plus de commentaires blessants, plus de culpabilisation, mais j'ai tenu bon. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je savais que c'était le bon choix pour moi. Il était temps d'arrêter d'être celui qui cédait toujours, celui qui essayait toujours de tout arranger. Je ne pouvais plus être le plan de secours. Mise à jour, cela fait environ 6 mois depuis mon dernier message. Les choses ont définitivement changé, mais pas comme je l'attendais. Tout a commencé par un appel téléphonique. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, et j'ai failli laisser l'appel aller directement sur la messagerie vocale. J'avais déjà eu ma part d'appels spam et de robots, alors j'étais prêt à l'ignorer. Mais, pour une raison quelconque, j'ai décidé de répondre à celui-ci. La voix au bout du fil était un peu tremblante et semblait nerveuse. Elle a dit qu'elle était la sœur de ma mère, puis elle m'a révélé quelque chose de choquant qui m'a complètement bouleversé. Elle a affirmé être ma mère biologique et m'a dit que mon père avait eu une liaison avec elle il y a des années, ce qui a conduit à ma naissance. Apparemment, ma mère biologique, la femme qui m'appelait, était trop jeune et pas prête pour un enfant. Mon père m'a donc pris en charge et m'a élevé comme son propre fils, tandis qu'elle s'éloignait de tout cela. Au début, je pensais qu'elle avait perdu la tête. Comment cela pouvait-il être réel? J'ai connu mes parents toute ma vie, et ils n'ont jamais laissé entendre quoi que ce soit de tel. Mais elle continuait à insister,
affirmant qu'elle avait des preuves et qu'elle voulait qu'on se rencontre. Elle semblait si confiante dans ses paroles, et j'ai ressenti cet instinct qui me disait de l'écouter. Une partie de moi voulait rejeter cela comme un discours insensé, mais une autre partie était intriguée. Et si c'était vrai? Elle a dit qu'elle pouvait tout éclaircir pour moi et a promis de montrer des preuves si je la rencontrais. J'étais complètement déchiré sur ce que je devais faire. Mes émotions étaient un vrai chaos, mais au fond de moi, je voulais des réponses. J'avais passé tellement de temps à me sentir non désiré, essayant de comprendre pourquoi mes parents me traitaient comme ils le faisaient. Peut-être que c'était la clé dont j'avais besoin. Alors, même si j'étais hésitant, j'ai décidé de la rencontrer. Quand nous nous sommes enfin retrouvés, elle disait la vérité. Elle avait toutes les preuves, des documents, des photos, des lettres. Cela m'a frappé fort. Plus elle révélait, plus je comprenais que tout ce qu'elle disait était exact. J'ai passé en revue tout ce qu'elle m'a donné, et tout concordait. Tout était légitime. Ma vie entière avait été un mensonge, et je n'en avais aucune idée. J'ai enfin découvert la vérité, et cela m'a bouleversé. Ma mère ne m'avait jamais vraiment voulu. Elle me détestait parce que j'étais l'enfant de la liaison entre sa sœur et son mari. Chaque fois qu'elle montrait un peu d'affection envers moi, c'était une façade. Elle me détestait. Et mon père? Il ne valait pas mieux. Il ne pouvait pas me supporter non plus, mais pour une raison totalement différente, j'étais le rappel constant de la liaison qui avait failli détruire son mariage. Ils m'avaient tous les deux menti toute ma vie. Tous ces signes et comportements que je trouvais étranges, la froideur de ma mère, la distance émotionnelle de mon père, tout s'expliquait. Maintenant j'ai confronté mes parents. J'avais besoin de savoir si ce que j'avais entendu était vrai et je voulais l'entendre directement de leur bouche. Leur réaction m'a pris de court. Ils n'ont rien nié, ni essayé de minimiser ou de prétendre que j'étais confuse. Au lieu de cela, ils ont tout dévoilé, sans fioriture. Ma mère a dit qu'elle se sentait enfin libre, qu'elle n'avait plus besoin de faire semblant d'être ma mère et qu'elle pouvait se débarrasser de la honte qu'elle portait depuis longtemps. Il s'avère qu'elle avait gardé une rancune envers moi tout au long de ces années. Mon père n'était pas mieux. Il a admis qu'il ne m'avait jamais vraiment voulu et qu'il me considérait comme un fardeau. Pendant des années, il a dit qu'il ne m'avait gardé que parce que la situation l'y obligeait, pas par amour. Pour lui, je n'étais qu'une erreur qu'il devait supporter et un rappel constant de son infidélité. Cela m'a frappé comme un coup de poing. J'avais passé des années à chercher leur approbation, à espérer qu'ils m'aimeraient en retour. J'ai tout fait pour qu'ils me voient enfin comme leur fille, mais au final, tout cela n'a servi à rien. Je n'ai jamais été réellement désiré par l'un ou l'autre d'entre eux. Ils avaient chacun leurs propres intentions, m'utilisant sans jamais vraiment se soucier de qui j'étais. Toute ma vie semblait être un mensonge. Je me sentais complètement trahi, le cœur brisé et, honnêtement, un peu perdu. Pour la première fois, je les voyais tels qu'ils étaient réellement, des gens qui ne s'étaient jamais souciés de moi, qui ne m'avaient jamais vraiment voulu, et qui ne m'avaient gardé près d'eux que par obligation. Je pensais m'être enfin libéré en déménageant, mais découvrir la vérité sur mes véritables parents, c'était comme si quelqu'un avait laissé tomber un poids énorme sur mes épaules. J'avais lutté pour obtenir leur amour pendant tout ce temps, pour finalement réaliser qu'ils n'avaient jamais existé. Quand je les ai finalement confrontés, tout ce que j'ai reçu, ce sont des vérités dures et froides. Ma mère a dit qu'elle se sentait libre maintenant, qu'elle n'avait plus besoin de faire semblant d'être ma mère. Elle était heureuse et ne semblait pas dérangée par la tournure des événements. C'était comme si elle était soulagée d'admettre enfin que je n'étais pas sa fille et contente de se débarrasser de ce rôle. La réponse de mon père était assez similaire. Il ne s'est pas excusé pour toutes ces années de négligence ou pour m'avoir fait sentir non désiré. Il n'a même pas essayé d'expliquer quoi que ce soit. Au lieu de cela, il m'a simplement dit que j'avais tout gâché pour lui, que j'étais un rappel constant de son erreur. C'était un choc énorme. J'avais toujours su que ma relation avec eux était fragile, mais je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin. Découvrir tout cela m'a fait comprendre que tout ce que je croyais sur mes parents était basé sur un tas de mensonges. Ils m'ont dit qu'ils pensaient qu'il serait préférable que je ne cherche pas à les recontacter directement, mais ils ont mentionné qu'ils avaient dépensé beaucoup pour mon éducation et, en général, pour m'élever. Donc, selon eux, je leur devais de l'argent et je devrais rembourser tout ce que je leur devais. Je n'étais pas surprise. Je leur ai dit que je le ferais, mais que cela prendrait du temps. Mon père a dit que cela irait tant que je versais un montant fixe chaque mois. Quand je suis sorti de leur maison ce jour-là, je me suis senti complètement perdu. Je voulais pleurer,
mais c'était comme si je n'avais plus de larmes. Comment pouvais-je ressentir un vide pour quelque chose que je n'avais jamais réellement eu? Je n'ai jamais vraiment eu une vraie famille, pas comme je l'avais toujours imaginé. Ils n'étaient pas mes parents comme je le pensais, mais juste des gens qui m'ont recueilli sans jamais vraiment se soucier de moi. Maintenant, je me sens plus isolé que jamais. Je ne sais pas où aller à partir d'ici. Je sais que je dois avancer, mais cette vérité pèse si lourd sur moi que je ne sais pas comment y faire face. J'ai toujours pensé qu'un jour, je pourrais leur pardonner, qu'ils finiraient par me montrer de l'amour. Mais maintenant, je réalise que cela n'arrivera jamais. Ils ont révélé leur vrai visage, et il ne reste plus rien pour moi avec eux. Mise à jour 3, salut tout le monde. Cela fait environ 3 mois depuis ma dernière mise à jour, et les choses ont été compliquées. J'ai passé la plupart de ce temps à essayer de remettre ma vie sur les rails et de réfléchir à ce qui m'attend. Où en suis-je maintenant? Eh bien, la relation que j'avais avec les personnes que je pensais être mes parents est pratiquement inexistante. À part les paiements mensuels que je leur envoie, vous savez, pour rembourser ce que je leur dois, nous ne communiquons pas du tout. Et honnêtement, cela ne me dérange même pas. Cela me soulage en fait d'arrêter de prétendre que tout va bien, comme si un énorme poids avait été levé de mes épaules. J'ai accepté le fait que je ne leur dois que ce que je rembourse, et j'en ai fini avec la recherche de leur approbation. Quant à Emily, je suis soulagé qu'elle ne soit plus dans ma vie. Je suis vraiment heureux sans elle. Il y a environ un mois, j'ai reçu un appel de ma mère biologique. J'ai été assez surpris de l'entendre. Elle m'a demandé si je réfléchirais à l'idée d'avoir une relation avec elle. Je ne savais pas comment répondre immédiatement. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout cela, mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour cela pour le moment. Je lui ai donc dit que j'avais besoin de temps. J'ai expliqué que je ne pouvais pas prendre cette décision maintenant, mais peut-être que dans le futur, quand ma vie sera plus stable, j'y penserai. Elle a semblé comprendre et m'a dit qu'elle attendrait que je sois prêt. Cela m'a fait du bien de dire cela. Je ne savais pas comment elle réagirait, mais c'était agréable de poser une limite. Je ne sais pas où cela mènera, mais je vois cela comme une possibilité pour plus tard. Pour l'instant, j'ai juste besoin de temps pour me concentrer sur moi-même et remettre ma vie sur les rails. En parlant de cela, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même ces derniers mois. Ce n'est pas facile, et c'est un processus lent. J'essaie de travailler sur ma carrière. Pour l'instant, je ne me presse pas, et je ne peux pas me forcer à aller mieux du jour au lendemain. Mais j'essaie d'y arriver pas à pas. C'est une lutte certains jours, et j'ai encore beaucoup de questions sur tout cela, mais je vais de l'avant, et c'est ce qui compte. Je veux prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont commenté ou m'ont contacté après mon dernier message. Sincèrement, la gentillesse que j'ai reçue est incroyable, et je suis tellement reconnaissant. C'est incroyable de voir à quel point cela aide de savoir qu'il y a des gens qui comprennent, même s'ils ne me connaissent pas. Vos mots ont vraiment fait une différence, et cela m'a réconforté de savoir que je ne suis pas seul dans tout ça. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je réalise que cela prendra du temps, mais je travaille sur moi-même. Peut-être qu'un jour, je contacterai ma mère biologique. Je peux réellement voir cela arriver, mais pas maintenant. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. J'espère que les choses s'amélioreront à la fin. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, cela signifie plus que vous ne le pensez.